Ça fait 6 ans cette semaine, le 12 janvier plus exactement, qu'a eu lieu le tremblement de terre qui a si durement frappé Haïti, anéantissant quantité d'infrastructures et 200 000 vies humaines. Le séisme est venu frapper un pays déjà très pauvre, on le sait, un pays d'un peu plus de 10 millions d'habitants où le revenu moyen n'atteint pas 800 $ par année, ce qui en fait le pays le plus pauvre des Amériques, il faut rappeler. Mais pour parler de l'état de l'économie haïtienne, de son redressement 6 ans après le séisme, j'ai avec moi Raju Yang Singh, qui est économiste en chef pour Haïti à la Banque mondiale, et on le rejoint en direct à Washington. Monsieur Singh, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le séisme de 2010 a bien entendu fait reculer l'économie haïtienne cette année-là, mais depuis, dans les 6 dernières années, quelle a été la tendance du côté de la croissance économique en Haïti? Tout d'abord, merci de m'inviter. Donc, depuis le séisme, on peut constater en effet que l'activité économique en Haïti a connu un rebond substantiel. En fait, depuis le tremblement de terre, l'économie haïtienne a connu sa meilleure performance depuis longtemps, avec une moyenne de 3,3% d'augmentation par an. Qu'est-ce qui est derrière cette expansion de l'activité économique? Bien sûr, la construction et la reconstruction. Le secteur des services a été également très porteur, le secteur de la restauration, de l'hôtellerie, mais également le secteur de la téléphonie mobile. Le secteur agricole a continué à jouer son rôle d'handicap. Lorsque les conditions climatiques sont favorables, le secteur agricole contribue positivement aux activités économiques et nous pouvons observer une activité très robuste en Haïti dans des périodes où les conditions climatiques sont moins favorables, comme l'année dernière, avec un certain nombre de sécheresses. Le secteur agricole continue à plomber la performance de l'économie haïtienne, comme par exemple l'année dernière où l'économie n'a connu qu'une croissance de 1,7% en moyenne. Bien. Ce que vous avez donné comme exemple, en fait, les détails de cette croissance-là sont manifestement une activité économique, je dirais, normale, endogène, mais est-ce que l'aide internationale, l'assistance internationale a joué un rôle dans les chiffres de cette croissance-là? Tout à fait. Donc, on a pu constater une solidarité très forte après le tremblement de terre. Des grands apports financiers de la communauté internationale qui s'est traduite, entre autres, par une très forte construction, reconstruction. Cela a également permis le développement d'un certain nombre de programmes de protection sociale. Et donc, durant ces 10 dernières années, donc c'est difficile de positionner exactement à quel moment ces progrès ont été réalisés, mais on peut observer une amélioration au niveau du taux de pauvreté et également une amélioration au titre d'un certain nombre d'indicateurs de développement humain, comme le taux de vaccination ou la scolarité des enfants, par exemple. Justement, sur l'extrême pauvreté, sur l'éducation également, et aussi sur les personnes qui ont été déplacées par le séisme. On parle d'1,5 million de personnes, je crois, en 2010. Sur ces chiffres-là, qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui? Quand on parle de sortir de l'extrême pauvreté, on parle de quels chiffres? Et des personnes relogées, on parle de quel pourcentage à peu près également? Donc, pour répondre tout de suite à la question des déplacés, effectivement, on a mis le chiffre du nombre des personnes affectées après le tremblement de terre à peu près 1,5 million d'habitants. Donc, pour mettre ça en perspective, nous pensons qu'il y a 10,4 millions d'habitants en Haïti. Donc, nous parlons de 15% de la population nationale, ce qui est énorme. Oui. La plus grande majorité de ces personnes, à l'heure actuelle, ont été relogées. Nous pensons qu'il y a encore entre 100 et 150 000 personnes dans des camps. C'est beaucoup, certes, mais nous ne sommes plus à 15% de la population. En fait, les dernières estimations portent à 60 000 le nombre de personnes encore dans les camps. Au niveau de l'extrême pauvreté, aussi bonne nouvelle, les derniers chiffres de l'enquête la plus récente des ménages portent l'extrême pauvreté à peu près 23,8%, donc un quart de la population. Ce chiffre est à mettre en comparaison avec la dernière enquête que nous avons qu'on peut consulter, qui date d'il y a
près d'une décennie et le taux d'extrême pauvreté était à l'époque de pratiquement un tiers de la population. Donc, Oui. nous sommes passés d'un tiers, un peu moins à un tiers, à un peu moins d'un quart de la population sous le seuil de l'extrême pauvreté en Haïti. Et est-ce qu'on note aussi des bonnes nouvelles? Est-ce qu'on note aussi des améliorations, des progrès du côté de l'éducation, par exemple, en Haïti? Absolument. Donc, ces progrès d'extrême pauvreté est un indicateur monétaire par rapport à la consommation des ménages, mais ce diagnostic est également confirmé par un certain nombre d'indicateurs de développement humain non monétaires. Vous le mentionnez, à l'heure actuelle, la grande majorité des enfants sont scolarisés. 90% des enfants en âge scolaire en Haïti sont en fait dans les écoles. Ah oui. Il y a également des améliorations au niveau de taux de vaccination, au niveau de la mortalité maternelle et infantile, par exemple. Et maintenant que, enfin, les chiffres indiquent que l'assistance internationale se réduit d'année en année, recule, est-ce que vous croyez que l'économie haïtienne est en mesure de continuer à croître, de s'améliorer sans cette aide internationale? Donc, une réponse en deux temps. Au niveau de la croissance, la performance de l'économie haïtienne, en fait, dépend beaucoup de la manière dont on gère les aléas climatiques. Comme dans beaucoup de pays, la performance économique, une bonne performance économique n'est pas tant dictée par les bonnes années que de la manière que l'économie gère les mauvaises années. Donc, au niveau d'augmenter la résilience et réduire la vulnérabilité de l'économie haïtienne. Donc, nous parlons de la façon de planter, de gérer la production agricole lorsqu'il y a des mauvaises années. Pour passer à un autre pan de la réponse, le budget haïtien a bénéficié de certain nombre d'années fastes, bénéficiant de l'assistance des bailleurs de fonds, d'une part, mais également d'une remise de dette importante qui a permis au gouvernement de contracter des financements concessionnels auprès du Venezuela. Donc, ces deux sources de financement ont permis de contribuer à la reconstruction du pays, mais également à augmenter les programmes sociaux, éducation, santé et filets de protection sociale. Comme vous le mentionnez très justement, à l'heure actuelle, les bailleurs de fonds sont en train de retourner à des niveaux d'assistance normale, à des niveaux pré-tremblementaires. Et d'autre part, le financement du Venezuela qui est lié au prix du baril se restreint également. Donc, le grand défi pour le gouvernement et pour le budget haïtien dans les années à venir, c'est de maintenir les progrès qui ont été accomplis ces dernières années, peut-être même les améliorer, mais avec une enveloppe budgétaire qui est en déclin. Donc, l'importance d'identifier et de mobiliser des recettes propres, l'importance d'améliorer l'efficacité des dépenses est à l'ordre du jour. Oui, et vous répondez déjà en partie à ma dernière question, mais justement structurellement ou peut-être politiquement, bref, dans tous les pans de la société et de la réalité haïtienne, quels sont à présent, selon vous, les principaux obstacles à surmonter pour attirer les investissements internationaux et pour générer une croissance économique, disons, durable en Haïti? Au niveau de la croissance, on trouve les obstacles, disons, habituels d'une économie en développement. L'économie haïtienne, depuis longtemps, a été diagnostiquée comme souffrant d'une pénurie des infrastructures. Donc, nous parlons de routes appropriées, de ports, mais également du secteur de l'énergie, qui est nommé comme étant l'obstacle principal lorsqu'on parle avec les investisseurs et les opérateurs économiques, mais également un cadre des affaires qui est peu favorable et également une main-d'œuvre qui est peut-être moins éduquée et en moins bonne santé que les pays directement comparables en Haïti, que ce soit en Amérique latine ou même dans les Caraïbes. Donc, pour un investisseur, infrastructure, main-d'œuvre, cadre des affaires sont tous trois des piliers importants et tous trois des dimensions dans lesquelles Haïti est en retrait par rapport à ses principaux concurrents.
Bien. Mais Oui. nous sortons d'une période où on a fait un diagnostic un peu sur les principaux obstacles à une croissance et à un développement plus inclusif d'Haïti. Et au-delà de ces trois piliers, ce qui est apparu, c'est vraiment le manque, ce qu'on peut appeler d'un contrat social en Haïti, où d'un côté, le gouvernement prélève des recettes des impôts, d'autre part, fournit un certain nombre de services publics, que ce soit santé, éducation, sécurité, infrastructure, et de l'autre part, on a un secteur citoyen, un secteur privé qui accepte de contribuer au budget pour autant qu'il reçoit des services appropriés. Et si l'adéquation n'est pas là, il y a un système démocratique qui permet de sanctionner l'équipe en place. Force est d'observer que ce contrat n'est pas très fort, voire n'a jamais existé en Haïti, et c'est un chantier qui est très important pour l'avenir. Tout à fait. Encore une fois, le facteur politique reste central, très important. Raju Yang-Sing, économiste en chef pour Haïti à la Banque mondiale à Washington, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Au plaisir.